l'amour pour Bruxelles, mais l'original c'est l'amour pour une femme. Et quand tes mains voudraient bien, mais quand tes doigts n'osent pas, quand ta pudeur dit non, tu doutes un peu plus fort que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime. Nous sommes une ville où presque tout le monde vient d'ailleurs. Actuellement, il y a un tiers de la population qui n'a pas de carte d'identité belge et à peu près la moitié de ceux qui ont une carte d'identité belge qui n'ont pas nécessairement de référence belgo-belge. À partir du moment où Bruxelles a été choisie comme la capitale du nouvel État indépendant qu'est la Belgique, autour de 1830, eh bien, Bruxelles va se développer économiquement et attirer une immigration massive, des migrations internes depuis la Flandre et la Wallonie. C'est extraordinaire qu'en un siècle, les individus se retrouvent exactement au même endroit. C'est-à-dire qu'il y a une reproduction sociale qui est quand même très puissante, même s'il y a des changements, etc. Mais le clivage nord-ouest, sud-est, il est là, il est permanent. Les francophones vont d'un côté, les néerlandophones vont de l'autre. D'accord ? Bon, alors on demanderait aux émigrés de toujours bouger, parce qu'eux doivent bouger, mais les autres, ils peuvent... Bon. Les ouvriers flamands ou wallons, ils arrivent dans la partie centre-ouest essentiellement, dans les quartiers ouvriers, dans les quartiers industriels. Quand ils vont quitter ces quartiers, ils vont être remplacés par les nouvelles vagues d'immigration des années 50, 60. Et aujourd'hui, les nouvelles vagues d'immigration, c'est aussi par là qu'elles rentrent dans la ville, pour l'essentiel. Les choses ont changé, hein. Quand moi j'étais petit, on me traitait de sale petit flamand. Et qu'est-ce que tu baragouines là, hein? À savoir que je détestais Bruxelles. En tant que Wallon, quand je venais à Bruxelles, j'étouffais à Bruxelles. Un peu ce qu'a dit monsieur, j'étais un peu NVA sans le savoir. C'est-à-dire que pour moi, Bruxelles était dangereux, sale et dégueulasse. Vous regardez en disant, allez Geert, soyez sérieux, Bruxelles c'est quand même pas possible pour un Flamand. Ja. In Antwerpen vooral. In Antwerpen vooral. Ja, ze zeggen dat, maar ik kan het niet ontkennen. Ik ben hier geboren, verdomme. Maar ik zou toch aarzelen om mijzelf een echte Brusselaar te noemen. Pourquoi? Omdat die niet bestaan. Er zijn geen echte Brusselaars. En daarin vind ik Brussel wel een heel interessant laboratorium. Ik vind het soms een beetje de United States of Brussels. Moi j'aime Bruxelles de ce point de vue-là, c'est-à-dire par exemple le bruissement des langues. Vous allez dans un tram, vous entendez parler je ne sais combien de langues, vous allez même dans la forêt de Soignes, au moment des champignons par exemple, vous entendez parler du italien, polonais, les cueilleurs de champignons. Et c'est ça, c'est ce côté comme ça complètement ouvert à tout. In Brussel heeft het woord taal geen enkelvoud. Het is altijd talen. Finalement, le fait d'avoir une identité bruxelloise, c'est la liberté de ne pas en avoir vraiment une, ou d'en avoir plusieurs, ou en tout cas de ne pas être forcé dans un Chaque trou. identité est composite. Chaque identité, le mot identité ne doit pas avoir de singulier. Les identités, sinon elles deviennent meurtrières, comme dit Annie Malouf. Dus tout le monde a ses raisons om hier te komen. Dus c'est une page blanco, d'une certaine manière. And this is so exciting. Je trouve ça so exciting. Toute l'innovation bruxelloise, on la sous-estime énormément, mais elle est là et ça bouge, ça bouillonne. C'est incroyable. Oui, là, la question du mélange, là, je mettrais quand même un petit bémol, parce que c'est vrai qu'il y a, comme j'ai dit, un bruissement des langues, il y a une multitude de cultures qui coexistent, mais parfois elles coexistent sans se rencontrer. On se rencontre très peu. Moi, je trouve que c'est quand même frappant. On entend parler arabe ou turc, mais c'est très difficile, je trouve, vraiment de pouvoir se rencontrer et de faire des choses ensemble. Et il y a quand même un phénomène de ghettoisation qui est à l'œuvre et qu'il ne faut absolument pas sous-estimer. Quand on prend les quartiers du sud, qui sont ceux des francophones, pour moi, c'est des ghettos, mais des ghettos de riches. Et les ghettos de riches
Ce sont des ghettos qui ont été choisis. À l'inverse, quand on prend le croissant pauvre, où il y a des zones de transit, où plein de populations arrivent et puis se changent, etc. Et aujourd'hui, il y a des Soudanais qui arrivent, etc. Ce sont aussi des ghettos, mais ce sont des ghettos qui sont subis. Et à cela s'ajoute aujourd'hui le chaos institutionnel bruxellois, il faut quand même l'appeler comme ça, c'est assez délirant. Le nombre d'institutions qui se chevauchent et qui se traduisent dans le quotidien. Par exemple, les poubelles, etc. Tout d'un coup, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est parce que là, c'est la région, puis 3 mètres plus loin, c'est la commune qui est compétente. Donc une espèce d'irresponsabilité. Et aussi que tout ça a un coût, parce que c'est pas gratuit, toutes ces institutions qui fonctionnent avec des parlements, etc. Et quand donc de Flandre, mais aussi de Wallonie, on regarde ça avec un œil, on se dit mais qu'est-ce qu'ils foutent ces Bruxellois avec leurs trucs? L'ensemble des divisions qui paraissent du surréalisme n'est plus du surréalisme. C'est juste de la mauvaise gestion qui empêche d'une certaine manière de régler les problèmes fondamentaux que connaît notre ville. Bruxelles ne se rencontre pas. Et c'est une des raisons pour laquelle j'ai créé la SBL Debout. Parce que j'ai habité à Schaerbeek et je me rendais compte que mes camarades de Schaerbeek ne connaissaient pas les gens d'Uccle. Mais pourquoi ils ne connaissent pas les gens d'Uccle? Est-ce que j'ai accès aujourd'hui à Uccle? Si Bruxelles pouvait avoir une vision urbaniste, une vision vraiment un bourgmestre qui est vraiment un grand papy, un père, quelqu'un qui a une vision, et alors sur des autres postes aussi, et surtout chez les jeunes maintenant et tout ça, et qu'on construit Bruxelles d'une manière constructive avec we need vision, Yeah. you know? Et il y a trop de politique à la belge, et ça donne pas un bon dynamique. Et c'est comme avec la culture aussi, il faut la construire. Moi je trouve que ces choses-là, la politique, la culture, ça peut être... Est-ce qu'on a trouvé notre culture? Non, heureusement pas. Il faut encore la trouver. Et aujourd'hui, je suis vraiment touché par tout ce mouvement citoyen qui se mobilise pour venir en aide aux migrants qui n'ont pas choisi de fuir leur pays et de venir chez nous. Et donc, je trouve ça vraiment... c'est une fierté, je trouve, pour Bruxelles. Mais il ne faudrait pas non plus qu'on noie dans le cosmopolitisme le fait qu'il y a une division sociale qui est profonde dans cette ville et qu'elle structure de manière assez forte l'histoire future de Bruxelles. Africa dinyale adombali adi bamani Lisella Europe dinyale adombali adi bamani Katase Azi dinyale adombali adi bamani Lisella America dinyale adombali adi bamani Katase Oceanie dinyale adombali adi bamani Il y a un grand débat migratoire qui va devoir s'annoncer, qui va devoir faire montrer que la liaison entre l'asile et la migration dite économique n'est pas si simple, que pour les gens qui migrent, cette division-là n'est pas si simple et correspond d'abord à nos catégories. Parce qu'elle montre qu'il y a un sentiment d'exaspération, de goutte faisant déborder le vase qui commence à émerger. Les gens qui hébergent des migrants demandeurs d'asile ou non du parc Maximilien, ils sont de, tout le monde en connaît, j'imagine, vous en êtes peut-être vous-même quelques-uns dans la salle, ils sont de tous les milieux, ils sont de toutes les origines, ils sont de toutes les professions, et ils votent à peu près pour tous les partis. Ce sont juste des gens qui à un moment se sont dit, ok, même avec une politique migratoire plus stricte, il y a une limite. Et la limite où on se dit qu'on va aller chez des gens embarquer les migrants en fin de droit, puisque c'est ça, qui n'auront pas exécuté un ordre de quitter le territoire, qui s'y trouveront, on sent confusément, là encore, quelque chose qui se tord dans nos propres valeurs. I was planning to go to England,
But then I had a friend of me who arrived in Brussels a month ago, and he recommended me. He said, come over to Brussels, you know, it's really impossible to cross to England. Belgium, it's really nice, diverse city, which is true. So this is how I choose to be in Brussels. Where are you from? This is the first question from everybody. Where are you from? And when they say, okay, I'm from Syria, and the first, oh, Syria. It's okay, from Syria, but okay, I'm a normal person, I have my experience, and I can start my life, and please stop deal with me with this way. D'où tu viens? Je suis chilien. Ah, sicilien. Non, Chili. Ah, Amérique. Amérique du Sud. Chili. Ah, Amérique. Ah, dites. Vous savez encore de plus? You should all time as refugees to put your CV in your head and explain all time, okay, I am from Syria, but I have some skills and I'm trying to do something, and it's really so bad. I've seen love in Brussels. This is what made me I want to stay here. I've seen solidarity. I've seen, like when I go to the center, when I see diverse people partying, when I go to the nightclub, I see people, they don't care, we just dance and hug each other. So it's really something nice, you know. This is why I want to stay here. It's not easy to all time, for example, for today, all people speak about us as refugees, as subject, and I don't understand anything. It's interesting, really. Et donc, ce statut de réfugié, vous l'avez obtenu rapidement? Une semaine. Une semaine. Oui, Bruxelles est une terre d'accueil. Bon, évidemment, ça ne fait pas les affaires des nationalistes en tout genre, c'est que au plus Bruxelles est diverse, et au plus on voit que la propension à soutenir les migrants est plus grande, puisqu'il y a de plus en plus de personnes qui ont des descendants de migrants. Sorry, but you are as Belgium, you have really big problem to integration to each other, because you speak Netherlands and French, and I should do integration with two languages, and you are not accept each other. On regarde à la télé depuis 6 ans la destruction de la Syrie et on ne va pas trouver comme légitime le fait que c'est normal qu'ils puissent demander l'asile. Quand on me pose la question, qu'est-ce que penses-tu de la situation d'aujourd'hui, je suis fortement partagé. À la fois, je suis fier et orgueilleux de cette terre d'asile, de la manière comme on m'a accueilli. À la fois, je suis honteux de la manière comme on m'a accueilli aujourd'hui. C'est de quelle manière aujourd'hui la question des droits humains, des droits fondamentaux, relève de la protection des humains, même pas des citoyens, des humains. C'est-à-dire que quand on est sur un bateau et qu'on est en train de couler, est-ce qu'on aide la personne à vivre ou est-ce qu'on la laisse mourir? Et d'une certaine manière, pour moi, ce qui distingue fondamentalement la question de l'asile de la question de la migration, c'est le droit inconditionnel des individus de pouvoir demander l'asile parce qu'ils sont persécutés. Bruxelles dispose d'énormément de ressources. Elle possède justement cette population que mon collègue Steve Vertovec appelle super diversifiée. C'est une ville super diversifiée où vous trouvez pratiquement le monde entier. Et donc, c'est ces personnes, quelle que soit leur origine, qui font vraiment le Made in Bruxelles d'aujourd'hui et de demain.
Et donc, à mon avis, ça c'est une ressource extrêmement importante. Et je me posais la question tout à l'heure, une fois de plus, mais que serait cette ville sans cette population qui, elle-même ou dont les ancêtres sont à un moment donné venus d'autre part? Que serait cette ville? Et pour partir, je me trouvais d'avoir un tunnel noir à l'intérieur, avec beaucoup de questions, aller dans un pays qu'on ne connaît pas, vivre avec des gens que j'entendais dire que sont tous et toutes des intellectuels, et moi comme alphabète, le problème de la langue, le problème culturel, les craintes, est-ce qu'on peut trouver du travail ou pas. Donc c'était très difficile, mais finalement il faut avancer parce qu'il n'y a pas d'autre choix. Bruxelles est à la fois une des villes les plus riches d'Europe et une des villes les plus pauvres d'Europe en même temps. Et là, je crois qu'il y a une question qui est loin d'être résolue. J'y reviendrai un peu par la suite. Et j'ai compris très vite que c'était pratiquement impossible d'économiser de l'argent et de retourner un jour. Et tout le monde sait que sans les travailleurs immigrés, pour une grande part sans les travailleurs immigrés marocains, le métro que nous connaissons aujourd'hui ne serait pas là. J'avais 12 ans quand je suis arrivée en Belgique. Donc je suis arrivée, mon papa est arrivé en 1957 pour travailler dans les mines. Donc, le travail des migrants et des migrantes est peut-être mieux venu que les personnes elles-mêmes. Bon, vous vous souvenez, Frisch, nous voulions des bras et ce sont des êtres humains qui sont venus. Je crois que c'est une métaphore qui reste quand même d'application aujourd'hui. Et alors voilà, on avait tout un comité d'accueil qui était là pour nous accueillir quand on est arrivé à la gare de Charleroi en janvier 58. On cherchait des gens pour travailler et le train les payait à l'arrivée, quand elle arrivait ici à Bruxelles. Et donc ils se sont connus tous les deux à l'Expo en 58. On cherchait des gens qui faisaient des paellas. Ils ne savaient aucun des deux cuisiner, mais ils savaient qu'ils allaient trouver des Espagnols. Et donc ils se sont trouvés en 58 ici. Et donc voilà, on n'a plus vraiment quitté Bruxelles après. On a vécu pas mal à Molenbeek, en Anderlecht. Jamais dans les quartiers turcs. Ça, c'était une condition de mon père. Et pourquoi ça? Je sais pas, il avait dû avoir l'intuition que ce serait pas une bonne chose forcément. Et il avait raison. Et j'ai jamais rencontré la simplicité et parfois les surréalismes d'un arrêt de bus de Bruxelles. Et on peut passer d'un quartier à l'autre, d'une commune à l'autre, et c'est toujours une découverte. En revanche, on a vécu avec des Marocains, des Belges, des Argentins, des Italiens, des Grecs, etc. Le long du canal, et puis un peu plus tard dans la Curraghem. Et c'est ça Bruxelles, c'est ça l'amour que j'ai pour Bruxelles. Qui demain, je me réveille et je ne sais pas qui je rencontre, comment et dans quelle situation je vais retrouver. Voilà. En fait, on pourrait faire l'histoire de l'immigration en faisant l'histoire des usagers du tram 80. Oser se rencontrer, je crois que c'est très important. Aller vers l'autre, ne pas avoir peur, ça j'ai aussi appris de mes parents. Certainement, le chant apporte l'émotion, le partage, l'échange des communautés. On se rend compte qu'on n'est pas si différent et que c'est à travers la chanson qu'on peut peut-être changer énormément de choses dans le monde politique. Ne sachant mettre des mots dessus, on utilise les pratiques artistiques, quelles qu'elles soient, l'écriture, les chansons, la musique, le cinéma peut-être, des vidéos, pour pouvoir faire ce chemin de l'exil intérieur. L'intégration, au fond, c'est très important d'apprendre la langue, d'une part. Donc on se mettra en contact aussi relationner avec les Belges et tout ça, c'est très important. Mais ne pas oublier ses racines. Pourquoi vous ressemblez tous à cet enfant qui court après sa mère sur des jambes trop petites et se jette impuissant et en larmes contre une porte infranchissable? La légitimité de l'immigré, c'est de travailler et de ne pas être coûtant pour l'État. On poursuivait quelque chose, une vie meilleure, c'est normal, c'est humain. Mais ça se paye. Je n'ai jamais eu grand-chose, je n'ai jamais rien pu faire de mes projets. Ton grand-père non plus n'avait pas grand-chose.
Aujourd'hui, tu pourrais m'offrir le monde entier, je n'en voudrais pas, je ne saurais pas comment faire. Donc aujourd'hui, le travail immigré est presque invisibilisé. Et parce qu'il est invisibilisé, on peut d'autant plus attaquer l'étranger en disant « toujours trop ». La loi, avant 1980, s'appelait la loi sur la police des étrangers. Ça donne bien l'idée de à quoi correspondait cet esprit qu'on avait par rapport aux étrangers. Mais on ne pourra comprendre l'immigration que quand on entendra aussi la parole intérieure de ceux qui ont eu le sentiment que l'exil qu'ils ont fait n'a pas été la réussite qu'ils pensaient. Et cette souffrance-là, il faut aussi l'entendre, pour ne pas être uniquement dans un discours de la réussite de l'immigration, qui occulte complètement, d'une certaine manière, le fait que même dans les groupes dans lesquels on considère qu'il y a des réussites, il y a aussi des ratés. Et ceci est vrai à la fois pour la population immigrée, mais aussi pour la population belge, qui exprime aujourd'hui un certain populisme, c'est-à-dire l'exil intérieur du déclassement social. Et c'est important de tenir compte de cela pour pouvoir essayer d'aller de l'avant. Je vous remercie. Des visages et des noms sur une si sombre histoire de colonisation. On a voulu apprendre notre passé, mettre des visages et des noms sur une si sombre histoire de colonisation. On voulait rendre aux futures générations la lumière des ancêtres, la force de leurs pères. On a voulu connaître l'homme, mais refusé de croire aux belles paroles. Vérité ne se cache pas sous de beaux mots, cupidité entache toujours les idéaux. Au fil des années, on a appris à écouter les anciens quand viennent les étoiles du soir, appris à lire entre les lignes de nos manuels d'histoire. On a rencontré morts et mains coupées, victimes anonymes aux cris étouffés par des forêts si denses et tant de vies qui s'achèvent dans le plus grand des silences. On a rencontré détresse et pillage, mensonges, femmes violées et esclavage. As-tu vu les villages qui brûlent, les vaccins qu'on inocule et les singes qu'on capture? Nous, on a vu des prêtres salissant leurs évangiles, se prenant pour des prophètes et anéantissant tant de croyances ancestrales, tant de savoirs au nom du Christ et de la Bible. As-tu vu l'homme noir, devenu animal, auquel ils ont jeté des bananes dans leurs expositions coloniales? Nous, on a vu cet homme mourir de froid, finir au fond d'une fosse. On a compris d'où la Belgique tirait sa force, compris qu'on nous a menti à l'école. On a rencontré justes et résistants, des guerriers qui, jusqu'au dernier souffle, refusèrent de plier. On les a vus, oubliés, reniés, jusqu'à disparaître, jusqu'à n'être plus rien. Plus rien. Te souviens-tu de ce réveil ? Te souviens-tu de ce réveil, un matin, maudissant ton propre sang et puis ta propre patrie, ce pays, incapable de reconnaître ses erreurs en face, incapable d'offrir à ses enfants une histoire fiable, incapable de rendre à l'Afrique ses héros véritables? Pourtant, toi, métisse de cœur et d'âme, refuse d'être encore une fois la victime, apprends à te reconnaître dans le bourreau comme le martyr, qu'il soit blanc ou noir. Laisse la haine derrière. Toi, métisse de cœur et d'âme, symbole de l'union des contraires, à la fois nègre et pâle. Tu portes en toi le sang du maître et de l'esclave. Apprends à te regarder dans une glace, à assumer ton héritage, à assumer notre héritage. Notre héritage. Nous sommes à la fois la colère méritée de Lumumba, quand l'Afrique ose enfin se tenir droite, et le Belge qui a souhaité son trépas, qui sans bruit élimine la menace. Nous sommes à la fois le Congolais que l'on exploite pour la récolte du caoutchouc, la mégalomanie d'un roi, le racisme de leur discours. Nous sommes à la fois le Belge qui n'a pas voulu tout ça, qui ne savait pas, et le Noir qui se sauva en assassinant ses frères sans détour. Nous sommes l'espoir des années 60, danseurs sous les soleils des indépendances, la faim au creux du ventre. Aujourd'hui, nous ne sommes plus là pour punir les coupables. Si on se bat, c'est juste pour démêler le vrai du faux, pour que la vérité éclate sans frontières ni drapeaux, peu importe la couleur de nos peaux. On a été touchés par les mêmes drames. On a été touchés par les mêmes drames. Mais refusons de nous noyer dans des larmes trop amères. Laissez-nous juste apaiser l'âme de nos ancêtres. Apaiser l'âme de nos ancêtres. Apaiser l'âme de nos ancêtres.
des enjeux clés à propos des populations afrodescendantes en Belgique, c'est celui de la déqualification sociale et des discriminations. Dans l'ensemble, le profil des migrants subsahariens est un profil de personnes hautement scolarisées. Non seulement leur taux de scolarisation est élevé, mais il est plus élevé que celui de la moyenne nationale. Et que malgré cela, eh bien, ce groupe est caractérisé par un important taux de chômage, de sous-emploi, en lien avec la non-reconnaissance des diplômes, et ça c'est surtout pour les premières générations, mais aussi avec des logiques discriminatoires. Je suis né à l'époque coloniale, je viens du Congo belge. La discrimination, tant dans l'emploi que dans le logement, s'appuie sur des stéréotypes anciens, hérités du passé colonial. Dans le secteur de l'emploi, l'intelligence des personnes d'origine subsaharienne est constamment remise en question. Parce que ce racisme ordinaire, eh bien, il s'inscrit dans des dynamiques qui, elles, sont tout à fait structurelles. Il y a à la fois, évidemment, la question des représentations, des imaginaires, des discours, mais aussi le fonctionnement de toute une série d'institutions. Chaque fois qu'on croisait un Européen, quel qu'il soit, il avait son chapeau. Bonjour, messieurs. Qu'il soit un missionnaire, un agent de l'État, un agent du commerce, c'était le respect absolu, le noir envers le blanc. Alors l'idée, c'est pas de s'enfermer dans le passé, mais de prendre la mesure de ses effets contemporains. Dans l'art, voilà, il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de discrimination. Mais non, je me trompais parce que on m'a très vite fait comprendre que voilà, j'étais la seule africaine et que j'avais pas ma place. Et les non-dits relatifs à ce passé colonial, eh bien, participent aussi fortement. Et j'ai peut-être été le premier gynécologue noir chef d'un service de stage universitaire, parce qu'on reçoit des étudiants en médecine comme des cadres spécialistes dans tous les domaines. Mais ils avaient un seul objectif, c'est rentrer au pays pour être ministre. Non, enfin, ministre. Le premier avion, après la proclamation des résultats à la fin de l'année, au mois de juillet, mais c'était la guerre. Le Congo devait envoyer des avions supplémentaires pour les étudiants qui se précipitaient de rentrer au pays. C'était ça l'esprit. Et puis petit à petit, les choses ont évolué. Penser le moment colonial, c'est pas seulement regarder le passé des afro-descendants, c'est regarder notre histoire commune. Le secteur de la santé, par exemple, même si ça s'inscrit dans la problématique des niches économiques ethno-stratifiées, c'est vrai, mais doit énormément à la présence subsaharienne en Belgique. C'est du féminisme noir que sont nées les théories de l'intersectionnalité qui nous permettent aujourd'hui, à nous tous et toutes, de penser les inégalités et les discriminations de façon concomitante. Moi, je suis née ici. J'ai passé le plus clair de mon temps en Belgique. Mes parents sont arrivés il y a un peu plus de 30 ans. Et voilà. Donc ça, c'est moi. De mon temps, évidemment, toute la discussion, c'était... Bon, je sais que l'anthropologie, c'était pour étudier des comme moi. La sociologie, c'était pour étudier des comme la plupart d'entre vous ici. Et moi, j'ai voulu... Et à un moment, je me dis, tiens, si je me mettais de l'autre côté, tu vois, pour me regarder, enfin, ils ont appelé ça à l'époque le regard croisé ou inversé. Voilà. J'ai fait ma vie ici comme n'importe quel Belge. Je pense que je suis une bonne Belge. La vie associative en Belgique est très importante. Je crois que c'est une constante. Et les Africains, en tout cas, qui sont arrivés, se sont beaucoup inscrits dans ça. Les premières initiatives étaient très, très associatives avant d'accéder à la politique. Nous, on croit aussi que la communauté africaine, en général, a beaucoup apporté à l'entrepreneuriat. Et donc voilà, ça c'est notre prochain projet, c'est demain, à la salle Tennoy. On veut vraiment mettre en avant des femmes qui ont travaillé, qui ont porté un rêve, qui ont porté un projet, et qui peuvent encourager d'autres femmes aussi à le faire. Ma mère m'a toujours dit, avant de venir, elle m'a dit, si tu viens ici, en tant que noir, tu dois parfois faire 5 fois
ce que les autres font pour être reconnus, en fait. Oui, il faut qu'on se réveille. On ne peut pas laisser les politiciens dicter notre humanisme. Nous attendons qu'on se casse la gueule avant de se réveiller. La population belge a mis du temps à réaliser ce qui se passait réellement dans sa colonie. Je pense qu'il est important que les jeunes, aujourd'hui, blancs ou noirs, prennent des responsabilités pour faire des études comme des thèses de doctorat sur toutes ces questions, afin de contrer ce discours qui est en train de revenir en force. Les logiques raciales qui sont non résolues, elles se perpétuent à la fois dans les questions qui touchent les diasporas, mais elles se perpétuent aussi dans les vécus des nouveaux migrants, en fait, et que souvent on a tendance à cliver les deux, mais il y a une logique raciale, en tout cas, qui rassemble le tout, et que la majorité des personnes qui meurent dans les déserts ou dans les mers à nos frontières sont des personnes de couleur de peau noire, donc ça c'est vraiment chose. Il faut des alliances entre nous pour que ce discours puisse vaincre sur le retour de ce que j'appelle le 2.0 de la propagande coloniale. Parce que le lien entre l'Afrique et l'Europe s'inscrit dans une histoire très longue. Et dans cette histoire, il y a la traite esclavagiste et il y a la question coloniale. Et la Belgique a participé, à cette histoire. Ce plat pays qui est le tien change lentement et se tient par la main, mais se sépare pourtant. Et si le divorce est un jour prononcé, la belle maison vendue, les enfants dispersés. Bruxelles. Donc l'expat, c'est quoi? C'est typiquement la personne qui est engagée par une entreprise, qui est envoyée par cette entreprise dans une succursale dans un autre pays étranger et qui est complètement pris en charge par son entreprise, que ce soit en termes de résidentiel, en termes d'école pour les enfants, et donc qui est encadrée totalement par son entreprise. Mais finalement, c'est quoi la différence entre un immigré et un expat? Et très vite, je lui ai répondu, c'est que l'expat, il fait monter le prix des loyers. On estime environ, grosso modo, que 100 000 personnes sont à Bruxelles en lien avec ces institutions européennes, que ce soit des personnes qui travaillent ou les partenaires et familles. Ça veut dire que plus ou moins 10% de la population bruxelloise travaille dans ou autour de ces institutions, dans son sillage. Donc c'est vraiment une présence qui n'est pas du tout anodine. Mais ce qui engendre quoi? En fait, ce qui engendre qu'il y a peu de contact avec les Bruxellois d'origine. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont peu d'espace où ils se rencontrent, mais surtout parce que les valeurs ou les normes ou les horizons de normalité sont assez différents. Je vous dis, ils sont très cosmopolites, plurilingues. Si vous allez dans une soirée de stagiaires, vous ne parlez pas 3 langues, en fait, vous ne vous sentez pas vraiment à votre place. Parce que là c'est normal de parler 3 langues, si vous en parlez qu'une c'est quand même assez étrange. Et puis il y a aussi le fait que ces Bruxellois ne sont pas très demandeurs. Ils ont leur réseau, ils ont leurs racines, ils ne sont pas à la recherche forcément de rencontres avec des gens qui potentiellement puissent partir. Qu'est-ce que je fais moi? Qu'est-ce que je fais dans ma vie professionnelle? C'est-à-dire que je suis un lobbyiste. Ok, qu'est-ce que tu fais? Concrètement, qu'est-ce que tu fais? J'ai vraiment du mal à expliquer ce que je fais. Ça, c'est vraiment la grande difficulté pour moi. Et donc, moi, je suis lobbyiste. Bon, encore, à la limite, on peut dire, là, je représente des entreprises dans un truc politique, j'essaie d'influencer. Quelles entreprises? Pas des entreprises, quoi. Je veux dire, non, c'est pas tellement le secteur, mais c'est vraiment comment est-ce qu'on arrive à décrire notre métier quand on travaille dans la politique européenne. Je trouve que ça, c'est vraiment le truc le plus compliqué. C'est pas un métier que les gens connaissent bien. Et donc la discussion, elle porte souvent sur ça, plus que sur... en gros, les gens, ils pensent qu'ils comprennent rien. Et moi non plus, j'avoue que fois, je me demande un peu ce que je fais. Jusqu'il y a peu de temps, je prétendais toujours, et surtout quand je parlais dans des cercles européens un peu pour provoquer, je disais toujours que les fonctionnaires européens étaient les moins intégrés des immigrés à Bruxelles. Ce qui ne fait pas rire tout le monde, mais il y a quand même quelque chose d'un peu, historiquement, d'un peu vrai.
Donc un peu comme cette image de la bulle qui est évanescente, qui est un peu fermée, qui pourrait éclater mais qui est fermée sur elle-même et qui est like in suspension, not connected to anything. Donc c'est cette idée que ça fonctionne très très bien, je me sens très très bien dans mon milieu, mais parfois c'est très difficile d'aller vers les Bruxellois. Méfiez-vous parce qu'un immigré peut cacher un autre. C'est-à-dire, je ne me retrouve pas tout à fait dans ce que Julie disait, parce que mon parcours, c'était d'arriver comme réfugié politique, travailler 15 ans comme salarié. Vous veniez du Portugal. Et je venais du Portugal, une dictature. Et donc, après, j'ai entamé ma carrière à la Commission européenne, et donc le parcours est différent. De là, ma remarque par rapport à ce que Julie disait brillamment. Le réseau social, il est très instable. Les gens viennent, ils partent, ils partent. Donc subitement on a un groupe d'amis, ensuite on n'en a plus, ensuite on n'en a plus. Donc ça c'est quand même compliqué. Et donc le temps un peu de s'établir avec des gens qui restent, ça prend un peu de temps. Et puis après Bruxelles s'ouvre et là c'est au top. Et je pense que maintenant, après quand même 50 ou 60 ans de construction européenne, les gens se rendent beaucoup plus compte de l'importance. Mais les jeunes, par exemple, il y a beaucoup de jeunes dans la salle, ne se rendent pas compte des difficultés qu'on a eues au départ. Maintenant, on passe les frontières facilement. Quand je suis arrivé pour la première fois à Bruxelles, il y avait des vraies frontières. Il n'y avait pas de monnaie euro dans la poche. Quand on allait d'un pays à l'autre, il fallait avoir toujours des monnaies différentes dans la poche, et c'était extrêmement compliqué. Donc les jeunes vivent dans une Europe que nous avons construite depuis quelques dizaines d'années, mais dans des conditions extrêmement difficiles. Il a fallu se battre pour aboutir au stade où nous sommes actuellement. Ça ne change rien en fait que je sois croate, et ça ne change rien au patrimoine que je ramène avec moi, mais ça aide et ça rajoute et ça enrichit ce que je prends de cette ville et ce que je lui redonne en fait. Donc, la magie de la Belgique, c'est la magie de Bruxelles, c'est de pouvoir faire ça et nous apporter ça. En tout cas, ce que Bruxelles, ce que cette ville et ce pays m'ont apporté, c'est aussi l'impossibilité de retourner dans mon pays, où je ne m'y retrouve plus. et cette ville, voilà, c'est un assemblage unique de choses peu probables qui se sont mises ensemble. Et ce qui m'impressionne vraiment énormément, c'est le rôle de la société civile, honnêtement, à Bruxelles. Moi, je crois que les citoyens ici, ils bougent, ils s'engagent, ils font quelque chose, ils font vibrer la ville. Donc, on a entendu souvent parler du fait que peut-être c'est les citoyens qui font les choses au lieu des autorités qui devraient le faire, et justement parce que les autorités ont du mal à gérer toute cette complexité du pays. C'est les citoyens donc, qui s'engagent eux-mêmes, c'est les Belges, c'est les gens internationaux qui s'engagent dans la ville, et je trouve ça formidable. C'est un pouvoir énorme que j'ai retrouvé à Bruxelles. Je ne l'ai pas retrouvé dans d'autres villes où j'ai vécu. Il y a quelques années, les gens, dans les langues moins courantes, murmuraient. Maintenant, toutes les langues, quand on rentre dans le métro, parfois si on veut lire, c'est un petit peu embêtant, mais sinon, toutes les langues sont permises et toutes les langues ont acquis à peu près le même statut, le statut de haute voix. Et ça, c'est quelque chose qui est très particulier. Je pense qu'avec le cas de Victor, on a vu que les deux histoires se mélangent. Et dans sa singularité de l'histoire, il y a à la fois le demandeur d'asile, le travailleur et le fonctionnaire européen. Les fonctionnaires européens n'envisagent pas le fait qu'ils sont aussi des immigrés économiques et qu'ils se considèrent tous en général comme des cadres supérieurs déplacés dans l'intérêt de la nation ou de l'Europe. Or, disons qu'il faut quand même être clair. On vient ici aussi parce qu'on a eu un concours. Moi, c'était au troisième essai que j'ai eu ce concours-là, mais c'était aussi une ambition économique. On vivait mieux, et ça, tout le monde le fait dans n'importe quel milieu. Mais soyons clairs, c'est aussi une réalité économique. Donc, si les gens envisagent ça, ils iront peut-être un peu plus vers la société belge, vers une intégration avec cette société, le tissu associatif qui est extrêmement riche et qui peut apporter beaucoup. Bon, c'était quand même un pari osé, je pense, que dans un cycle organisé sur les différentes histoires migratoires de Bruxelles, d'inclure les expats. Parce qu'en général, c'est comme deux histoires séparées. Imaginons deux femmes polonaises arrivant à Bruxelles en 2004. La première sera qualifiée d'expat parce qu'elle travaille à la commission, alors que la seconde sera appelée migrante parce qu'elle est femme de ménage, titre service. Quelqu'un qui est peut-être de troisième génération, issu de l'immigration marocaine habitant à Molenbeek, on va encore l'appeler de migrant, alors que quelqu'un qui est arrivé hier matin va dire « Non mais moi je suis lituanien, je suis européen, donc je suis quelqu'un comme vous ». Néanmoins, ça reste dans un entre-soi. C'est l'entre-soi du cosmopolitisme,
C'est l'entre-soi des personnes qui partagent le même type d'expérience et où côtoyer des Belges, on a dit, c'est possible, mais qui côtoie des Marocains parmi cette population-là? Qui côtoie des Africains? Donc, parce que Bruxelles, c'est ça aussi. Et c'est là où la séparation peut être dans la... Et c'est réciproque, hein, donc je ne dis pas une stigmatisation. Ça va dans tous les sens. Mais cette question d'entre-soi, elle est vraiment importante puisque d'une certaine manière, elle rend difficile le fait de faire ville. क्योंकि तुम ही हो अब तुम ही हो जिंदगी अब तुम ही हो चैन भी मेरा दिल गलती मेरी आशिकी अब तुम ही हो. Moi, je me présente Vin et je pense parmi les témoins, si je suis la plus vieille en Belgique. Je suis arrivée en 71, donc ça fait 46 ans et demi que je suis ici en Belgique. Parce que nous, quand nous étions étudiants, on était à peu près même pas 1000 personnes, 1000 Vietnamiens. Mais maintenant, on est presque 9000. Comme anecdote, j'étais la première Vietnamienne à apprendre le néerlandais. U spreekt Nederland? Jawel. Ja. Je suis bien arrêtée parce que de ma gauche, c'est chinois, ma droite, c'est vietnamien, donc c'est la seule Philippine, mais je suis fière. Je suis née en Chine, j'ai grandi là-bas. Toute ma jeunesse, c'était en Chine, donc ma philosophie, mes pensées et ma philosophie, tout ça se sont formés en Chine. Mais le fait que je vis ici depuis quand même de nombreuses années, je suis nourrie naturellement par ces deux cultures. Les Belges, je pense qu'en quelque sorte, il y a une ressemblance entre les Chinois et les Belges, je trouve. On ne dit pas tout, hein, donc parfois on est discret, un peu comme les Chinois. Ils sont pas arrogants ou pour je suis le maître, je suis le centre. Non, c'est plutôt assez neutre. Ce qu'on appelle des immigrations asiatiques, on les oublie. Elles sont pratiquement invisibles. Et je pense que le fait qu'on les ait présentées ici est vraiment important, d'autant plus que c'est une des caractéristiques par ailleurs, c'est la très grande diversité, comme Lim Kim Pan l'a dit tout à l'heure, puisqu'on est à la fois sur la Chine, le Japon, mais on est aussi sur l'Inde, le Pakistan, et pour le coup ce sont des multiples civilisations tout à fait différentes, mais qui jouent quand même un rôle important dans le cadre de la migration. Et l'immigration par ailleurs asiatique, en particulier philippine, mais pas que celle-là, chinoise et aussi japonaise, est aussi marquée, alors peut-être pas pour les hauts niveaux de qualification, et les femmes viennent souvent accompagner parfois les hommes quand ils sont cadres, mais c'est quand même une immigration féminine très importante. Et cette féminisation de l'immigration, qui est caractéristique de l'immigration aussi asiatique, mais c'est celle que l'on rencontre aujourd'hui de par le monde, en ce compris d'ailleurs en Belgique et en Europe, et je pense que c'est une nouvelle réalité de penser la question de la migration. Ce sont aussi des migrations qui apportent de nouveaux savoirs dans des domaines qui sont considérés comme étant ceux du monde occidental, où on sait tout. Et alors, d'une certaine manière, on a, grâce à ces migrations, un élargissement des connaissances et des savoirs dans des domaines qui sont très arrêtés. L'arrivée de migration asiatique a amené aussi les arts martiaux. Et les arts martiaux, il y en a beaucoup dans plein de quartiers qui mobilisent énormément de monde, et donc qui transforment aussi d'une certaine manière, parce que c'est une ville, parce qu'il y a suffisamment de personnes pour pouvoir faire des groupes, etc., mais qui transforment de manière durable la ville qu'est Bruxelles.
J'ai fait des allers-retours entre les deux pays. Ce que j'ai gardé d'être polonaise, pas grand-chose. Je pense que justement, faisant partie de la deuxième génération, j'ai l'occasion de me défaire de mon identité nationale. Tu parles la langue quand même. Oui, mais je m'en fous. Je veux dire, c'est pas mon identité. Être polonaise, c'est pas ça qui me définit. J'ai pas du tout envie qu'on dise elle est polonaise. Je m'en fous de ça. Qu'on dise d'origine polonaise. Non, pas du tout. Ah, elle est bruxelloise. Anna est bruxelloise. Ah, oui. Anna fait de la vidéo. Anna fait des chansons. Mais Anna est polonaise, c'est pas mon identité aujourd'hui. Et je pense que ça, c'est l'avantage d'être deuxième génération, d'être née ici et de ne pas me rattacher à cela comme à quelque chose de caractéristique de moi. Parce que finalement, qu'est-ce qui fait qu'on veut devenir belge? Pourquoi on veut prendre cette nationalité ou pas? Est-ce qu'être bruxellois, c'est le fait d'aller boire des bières au parvis de Saint-Gilles? Est-ce que c'est le fait de manger des frites, comme le disait Voitje? Ou j'en sais rien, de un peu comprendre le néerlandais mais sans vraiment le parler. Est-ce que c'est ça être bruxellois? Il y a plein de choses, mais est-ce que j'ai besoin d'un papier, d'un passeport pour ça? Non, pas forcément. Donc je me rattache plutôt oui, à des quartiers, à une ville, à mes connaissances, au partage, à la diversité, mais pas au fait d'être polonaise. Donc, voilà. Et c'est ça qui fait la richesse de Bruxelles, hein, cette multiculturalité que j'aime tant et je défends corps et âme. Voilà, je suis sortie, au début c'était voilà, pour apprendre la langue tout simplement, parce qu'il fallait apprendre, il fallait passer par là. Et je revendique que je viens d'Albanie, je suis fière de mes racines, et je fais tout pour notre région, nos voisins, tout le monde nous connaissent pour ce qu'on est. Hein, voilà. Mais dire que je suis albanais, je suis belge, je suis bruxelloise, maintenant, l'identité pour moi, c'est multifacette, on va dire. Voilà quoi. Quand ça fait mal en Albanie, je suis albanaise. Quand ça fait mal en Belgique, je suis belge. Ou quand ça fait mal à Molenbeek, je suis molenbeekoise. Merci. C'est simplement parce que mes parents ils supportaient plus la dictature, plus la discrimination, parce que moi-même je suis rome, de la Roumanie, il faut préciser quand même. Ça c'est Bruxelles aussi, le fait qu'on peut dire, mais je m'en fous de qu'est-ce que je suis, de ma ethnie, de ma nationalité, je suis Anna d'abord, je suis Gabriel d'abord, et après ma nationalité ou ma ethnie. J'ai aussi un fils qui a 15 ans, et il se revendique polonais tout le temps, partout. Et donc, s'il pouvait, il brandirait le drapeau. Oui, c'est ça, et il me chante l'hymne en rentrant de l'école, avec un accent français tout à fait adorable. Mais c'est le vivre ensemble à Bruxelles qui m'intéresse, je pense. Et contribuer quelque part à ça. Ça, c'est le futur que j'aimerais avoir. Le futur pour moi, j'aimerais pouvoir promener un jour dans la rue de Bruxelles. Et je pense que tout le monde est confronté avec la triste situation aujourd'hui des Roms dans la rue, des familles avec des bébés, avec des enfants qui vivent là, qui mendient là. Et un jour me promener et pas voir les gens dans la... je dois dire ça comme ça, malheureusement, c'est la triste réalité, dans la misère qu'ils ont, en sachant que les enfants sont à l'école et les parents ils ont un travail et à la maison, un toit sur leur tête. Il y a toujours les déclarations de Franken, il y a eu l'affaire à Roma, il y a eu les visites domiciliaires, qui nous rappellent quand même qu'au-delà de ce qu'on pourrait faire l'éloge sur Bruxelles, ville multiculturelle, il y a aussi une politique aujourd'hui qui tend à diviser, qui tend à casser, qui tend toujours plus à rappeler aux citoyens belges qu'ils n'ont pas la bonne origine et que ceci quand même constitue un élément sur lequel il va falloir travailler pour ne pas être simplement dans le culturel en faisant complètement abstraction des conditions socio-économiques précaires dans lesquelles la région de Bruxelles se trouve, et aussi une politique, et on voit bien avec l'arrivée de l'ANV à Bruxelles, une politique qui consiste à dire finalement Bruxelles c'est un coupe-gorge, Bruxelles il faut contrôler les migrants, etc. Et il faudrait aussi que d'une certaine manière on ait ça en vue pour la suite des genres d'activités comme celle-ci.
Maintenant, la réalité extérieure est pour le moment difficile. Difficile pour les migrants et difficile pour ce qu'on appelle l'interculturalité, c'est-à-dire pas simplement une ville multiculturelle, mais une ville où les gens se rencontrent et où ils construisent des projets communs. Il me semble que les populations d'origine africaine, bruxellois afrodescendants, ont besoin, et réclament d'ailleurs, une reconnaissance pas simplement symbolique, mais aussi la reconnaissance quand même de discrimination. Aujourd'hui, c'est quand même une communauté bien différenciée, mais qui est la plus fortement discriminée au logement, à l'emploi, etc. Moi, je dis toujours aussi que le premier lieu de la diversité, c'est le travail. Et tant que la discrimination au marché du travail sera aussi importante, c'est difficile à des gens qui ont 20 ans, qui sont au chômage depuis 3 ans, qui sont enfermés dans leur quartier, de leur parler de multiculturalité si leur horizon, c'est juste le coin de rue où ils vont vivre 12 heures par jour. Quand on raconte l'émigration, est-ce qu'on est vraiment dans le juste? C'est pas en mettant un djembé dans une fanfare flamande qu'on fait la mixité. Il faut réinventer, réécrire. Et donc tout ça, le monde, c'est pour ça que le monde culturel, Andrea, est important. Parce qu'il faut des gens qui racontent cela, et ça n'existe pas. Après la Deuxième Guerre mondiale, les populations sont venues ici, et Bruxelles, la Belgique, a été une terre protectrice. C'était important d'entendre ça quand on voit ce qu'on dit de Bruxelles et de la Belgique et des migrants aujourd'hui. Est-ce qu'on oserait dire ça encore aujourd'hui? Est-ce que des gens pourront nous dire encore aujourd'hui merci parce qu'il y a eu un accueil?